ne sonne rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le Cet hymne révolutionnaire que tout le monde a certainement reconnu peut surprendre sur les ondes de Radio Courtoisie. Si elle est devenue l'hymne de l'URSS jusqu'en 1944, repris par tous les partis communistes du monde entier, l'Internationale reste avant tout un chant français. En effet, ces paroles sont tirées d'un poème du chansonnier Eugène Pottier, composé en juin 1871, en pleine répression de la Commune de Paris. Quant à sa musique, elle est l'œuvre d'un certain Pierre de Getter, membre de la chorale lilloise du Parti ouvrier en 1888. Mais en réalité, les 4 premières mesures semblent extraites du final d'une opérette d'Offenbach, Les Bavards, curieux présage. Si j'ai choisi de vous faire écouter l'Internationale aujourd'hui, c'est que nous venons de commémorer le centenaire de la révolution bolchevique de 1917, dont le programme a été de mettre en pratique les préceptes d'Eugène Pottier. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun, et du passé faisons table rase. Les mettre en pratique, du moins en principe, car dans la réalité, au-delà d'une destruction systématique du monde ancien, la révolution russe et ses épigones mettront en place des régimes beaucoup plus liberticides que ceux qu'ils auront remplacés. S'ils pourchasseront effectivement Dieu et ses fidèles, ils installeront au pouvoir des Césars et des tribuns bien plus implacables et sanguinaires que leurs devanciers. On sait aujourd'hui que le seul bilan des crimes soviétiques dépasse les 15 millions de morts, auxquels il faut ajouter les 70 millions de victimes du maoïsme, 2 millions de Cambodgiens, etc. Soulignons que si la Russie et l'ex-Europe de l'Est ont recouvré leur liberté, des régimes se réclamant peu ou prou du marxisme-léninisme gouvernent encore près d'un quart de l'humanité, de la Chine à Cuba, de la Corée du Nord au Laos ou au Vietnam. Mais les victimes du communisme ne sont pas toutes mortes assassinées ou exécutées. Beaucoup ont souffert dans leur chair, torturés, longtemps emprisonnés, soumis au travail forcé ou contraints à l'exil loin de leur patrie. Il n'est pas question ici de faire un bilan général et exhaustif de ce phénomène majeur du XXe siècle. Nous nous contenterons d'en évoquer 2 aspects. La guerre civile russe qui a suivi le coup d'État bolchevique en 1917 et l'exemple de la Roumanie, soumise à la tutelle de Moscou à partir de 1945, puis à la dictature de Nicolae Ceausescu jusqu'en 1989. La disparition du roi Michel il y a quelques jours replace ce pays à cette période au cœur de l'actualité. Pour traiter ce double sujet, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir 2 invités. Le premier est M. Alexandre Jevakov. Né à Paris en 1952, il est issu de ce que l'on appelait autrefois les Russes blancs, c'est-à-dire les Russes qui ont été contraints de fuir leur pays après la Révolution d'octobre en raison de leurs origines sociales ou de leurs convictions politiques. À cet égard, il est président du Cercle de la Marine impériale russe et membre de l'Union de la noblesse russe. Il est également marguillier de la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre Nevski de Paris. Ancien élève de Sciences Po, d'HEC et de l'ENA, Alexandre Jevakov a mené une carrière de haut fonctionnaire dans différents ministères et sociétés publiques. Mais il poursuit parallèlement une œuvre d'historien. Il s'est beaucoup intéressé à la Turquie, mais son dernier livre intitulé justement « La guerre civile russe » vient d'être publié aux éditions Perrin. Et mon second invité est le prince Constantin de Brokhovan. Lui est né en 1943 en Roumanie, donc à la fin du règne effectif du roi Michel Ier. Universitaire, spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'Europe orientale, il a dû quitter la Roumanie en 1964, fuyant le communisme et son régime oppressif. Soulignons qu'il est le neveu de 2 écrivaines françaises d'origine roumaine, la princesse Bibesco, Marthe Bibesco, et Anna de Noailles, née princesse de Brokhovan. Il poursuivra ses études en Grande-Bretagne, à Cambridge, et aux États-Unis à Harvard. Ensuite, il a été professeur dans différentes universités, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, et il a vécu donc dans ces 2 pays depuis, et donc est très familier avec le monde anglo-saxon. Après la chute de Ceausescu, il est devenu secrétaire particulier du roi Michel
en particulier son conseiller pour les questions historiques jusqu'en 1996. Traiasca regele, vive le roi, c'est l'ancien hymne royal roumain, chanté pour la première fois en 1884 au couronnement du roi Charles Ier ou Carol Ier, sur un texte du poète Vassile Alexandri. La musique était plus ancienne, de 1862, d'Édouard Hupst, capitaine en chef du département de la musique au ministère de la Guerre. Si l'on traduit, c'est « Vive le roi, dans la paix et l'honneur, aimant son pays et de son pays le défenseur, gloire à toi Seigneur, que nous soyons toujours heureux à la guerre. » Cet hymne restera officiel jusqu'en 1948, donc au départ du roi Michel. Et ensuite, la Roumanie va connaître un certain nombre d'hymnes différents jusqu'à aujourd'hui. Donc on va, avec Monsieur de Brancovent, on va d'abord évoquer cette figure du roi Michel qui nous a quittés donc il y a une semaine maintenant, à l'âge de 96 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes de sa vie? Voilà, donc rapprochez-vous du micro pour qu'on vous entende bien. Oui, voilà. Il a eu 2 règnes. Le premier, quand il était enfant, entre 1927 et 1930, il était le fils de l'héritier du trône en Roumanie, Carol, qui est devenu après Carol II, petit-fils donc du roi Ferdinand. Le roi Carol s'était éloigné de la succession à ce moment, à la mort de Ferdinand en 27, et Michel est devenu roi pendant 3 ans. Carol est rentré en Roumanie en 1930, et en 1940, il a été forcé d'abdiquer au moment où la Roumanie a perdu une certaine partie de son territoire après l'amitié entre Hitler et Staline. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui la République moldave, qui était la Bessarabie dans la Grande Roumanie. Oui, les frontières ont beaucoup bougé dans cette région-là. Alors ça, c'est parti, et une partie de la Transylvanie. Alors, en 1940, le roi Carol II a abdiqué, et Michel est devenu roi pour la deuxième fois. Rappelons que donc Carol, donc le père de Michel, était marié avec la princesse Hélène de Grèce, fille du roi Constantin, et donc il avait une vie sentimentale un peu agitée. Il avait une maîtresse, etc. Y compris une maîtresse qui s'appelait Madame Lupescu. Voilà, et donc il a quitté la Roumanie finalement très tôt. Il avait eu déjà une affaire voilà. Au début des années 20 avec une mademoiselle Zizi Lambrino, voilà. Où il avait un fils qui a vécu très paisiblement en Angleterre, très modeste, n'a jamais prétendu être rien d'autre que fils illégitime du roi Carol, à qui il ressemblait beaucoup, jusqu'à au moment où son fils Paul commence à exploiter. Alors on va peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais il y a effectivement aujourd'hui un Paul de Hohenzollern, puisqu'il a repris le nom de la famille, puisque la famille royale roumaine est une famille allemande d'origine, les Hohenzollern-Sigmaringen, et donc. Oui, ça c'est un point très important parce que il y avait les familles roumaines qui avaient régné jusqu'au moment où les Turcs n'ont plus aimé ça et ont envoyé des souverains de fanart. Mais il y avait la possibilité de lutte entre les familles et tout ça. Alors ils ont décidé, comme la Bulgarie d'ailleurs, et la Grèce également, d'avoir un prince étranger qui serait au-dessus de tout ça. Voilà. La Roumanie a eu l'immense chance d'avoir celui qui est devenu le roi Carol Ier, Hohenzollern-Sigmaringen, la branche catholique. Voilà, qui s'est converti quand même à l'orthodoxie roumaine.
Et donc ce prince Carol est d'abord éliminé à cause de ses frasques sentimentales, mais revient, comme vous le dites, en 1930 et va régner pendant 10 ans. Donc tacitement en collusion avec le Parti national paysan. Et il a régné pendant 10 ans. Et on peut penser que pour ce jeune Michel, donc qui a 9 ans à ce moment-là, au retour de son père, le fait d'être détrôné par son propre père, d'être remis ensuite sur le trône en 1940, c'est sans doute un peu un traumatisme. Oui, et l'enfance a été traumatisée parce qu'il n'avait très peu la permission de voir sa mère, qui est partie elle vivait en Italie, à Florence, la reine Hélène. Princesse de Grèce et Danemark, comme vous avez dit. Carole est revenue avec sa maîtresse tout ça dans ses bagages. C'était très difficile. Et je me rappelle une fois quand le roi parlait à quelqu'un d'enfance et tout ça, difficile. La personne parlait d'avoir eu une enfance difficile et le roi lui a dit « Vous n'êtes pas le seul ». Ça n'a pas été du tout facile. Et donc vous l'avez connu, enfin on peut dire, je dirais psychologiquement, enfin c'était quel genre de personne le roi Michel? Vous l'avez beaucoup côtoyé puisque vous avez été son secrétaire, son moi je l'ai connu j'ai d'abord connu la princesse Margareta. Donc sa fille aînée qui est aujourd'hui l'héritière du trône. Oui, en 89, c'était 90. Et elle m'a demandé si le roi venait à Londres à un moment donné, où j'étais en Angleterre, si je pourrais aller à Londres. Ce qui s'est passé. Et le roi m'a demandé si je pouvais aller l'accompagner en Roumanie. L'idée était d'aller à Pâques 90. Et ça a été la première fois où le régime... On en parlera plus tard de cette période-là, mais c'est vrai que c'est intéressant. 90. D'accord. Et c'était quel genre de personnalité? Ne parlait pas beaucoup. Voilà. Oui, c'est vrai. Il disait quand il fallait dire, et s'il y avait quelque chose à dire. Autrement, il écoutait, il observait, d'un charisme exceptionnel, extraordinaire. On sentait. Quelquefois, on a ce sentiment. Ah oui, il avait une majesté. Moi, j'ai eu l'occasion, en tant que journaliste, de le rencontrer quelques fois, et c'est vrai qu'il avait beaucoup de classe et beaucoup de majesté. Oui. Et une des choses qui m'a impressionné, c'était parce que petit-fils de la petite-fille de la reine Victoria, d'un certain angle, surtout quand il est rentré en Roumanie en 92 et eu la visite triomphale, tout d'un coup, d'un certain angle, il avait l'air d'être George VI. Oui, on retrouvait là. Tout d'un coup, il y avait une espèce de... Donc revenons peut-être à la période de la guerre, de 40 à 44, il est roi à nouveau, il est adulte maintenant, enfin il a 19 ans, enfin il a 20 ans. Alors il a eu le problème du chef du dictateur militaire. Il n'est pas vraiment en exercice parce qu'il a un chef, une sorte de dictateur, le conducator Antonescu, le maréchal Antonescu qui dirige à sa place. Et qui était pro-allemand, pro-nazi. Mais pas fasciste, mais pro-nazi. Et le roi n'avait aucun rôle, au fond. Il était tenu un peu à l'écart et il était chef d'État, mais c'est tout. Et puis, il y a eu le problème vers 43-44 du sort de ce que se passerait avec la Roumanie après vers la fin de la guerre. Et de plus en plus, c'était pas la seule occasion où il y avait des contacts avec les Alliés. Lui, Michel a eu des contacts. Il avait des contacts avec ceux qui étaient parachutés anglais et américains aussi en Roumanie. Et puis, il y a eu l'organisation de ce fameux coup du 23 août 1944, quand il a arrêté le maréchal Antonescu. Et a reviré la Roumanie vers les Alliés. Sorti de la guerre avec les Allemands, maintenant contre les Allemands avec les Alliés. Les Allemands qui sont vengés en bombardant à partir de Bucarest en 1944. C'est un peu ce qui s'est passé en Italie d'ailleurs avec l'arrestation de Mussolini par le roi Victor Emmanuel. Y compris ils ont bombardé la maison derrière le palais où le roi habitait. Donc du coup, le roi a réussi, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il a réussi à composer avec les communistes qui sont de plus en plus omniprésents à partir du moment où l'armée rouge va rentrer à Bucarest en 45. Enfin, entre 44 et 45, il y a eu ce qu'on pourrait appeler une
presque vraie coalition, où il y avait les partis, les fameux partis historiques, comme on les appelait, les libéraux et les national-paysans, et les sociaux-démocrates, qui existaient aussi, mais il y avait aussi les communistes. Et les communistes qui représentaient une frange très infime de la population, finalement. Si je ne me trompe pas, il n'y avait même pas 1500 membres de partis en 1944. Et donc là, on va peut-être... Une population de 18 millions. Donc on voit comment un parti qui représente rien, là appuyé par l'étranger en l'occurrence, mais ça va être différent pour la Russie, parce qu'on va parler de la Russie maintenant. En fait, cette prise de pouvoir là est soutenue en Roumanie par l'armée rouge et par Staline derrière, qui évidemment met toutes ses forces là-dedans, en 45, à partir de 45. Et la date, au fond, historique et funeste est le 8 mars, mars 45, quand le vice-ministre des Affaires étrangères, Wyszynski, qui était le grand procureur des fameux procès fantômes, de tous ces procès immondes des années 30. Lui était le procureur. Oui. Il était maintenant vice-ministre des Affaires étrangères. Il est venu à Bucarest, il est entré au bureau du roi, le poing sur la table. C'est moi, Yalta, ici. Voilà, donc effectivement, le Yalta avait mis la Roumanie, le partage de Yalta avait mis la Roumanie dans l'escarcelle des Russes. Tout à fait. Et alors, des Soviétiques, ils ont des Soviétiques, absolument. Oui. Il n'y avait pas que des Russes. Ils ont imposé un premier ministre qui n'était pas officiellement communiste, mais était agent des communistes, Petru Groza, qui avait un tout petit parti, qui était d'ailleurs un avocat millionnaire de Transylvanie, Groza. Il avait un tout petit parti, le Front des ceux qui travaillent la terre avec des laboureurs ou des paysans, l'outil quand on travaille la terre, des agraires, enfin on disait agraire, non, le parti agraire, des charrues, carrément, carrément, oui, le front des charrues, enfin oui, des agraires, petit parti agraire. D'accord. Et à ce moment-là, ce n'est plus une vraie coalition, ça devient une coalition fausse. Ou alors les communistes prennent les postes les plus importants, surtout intérieur et guerre. D'accord. Et donc ensuite il y a des élections truquées, plus ou moins truquées. Il y a des élections en 46 qui sont truquées. Qui truquées, où là le communisme... Ils ont inversé le résultat, tout simplement. Où les partis historiques avaient gagné, non, et c'était les communistes. Et donc là on a tout le processus qu'on va retrouver. Alors peut-être qu'on peut passer vers la Russie, parce que finalement... c'est un peu le même processus qui apparaît en 1917, dans la mesure où dans une première partie de 1917, il y a une révolution, je dirais, bourgeoise, enfin une révolution social-démocrate qui... libéral, voilà, qui remplace... Oui, effectivement, le terme libéral... Alors, M. Gevakov va non, le terme libéral est même peut-être plus exact que le terme social-démocrate, parce qu'en fait, lorsque la révolution dite de février, qu'on sait avec le décalage des 13 jours, se produit dans le calendrier européen début mars, il y a effectivement une prise de pouvoir d'un comité provisoire de ce qu'on va appeler le gouvernement provisoire de la Douma, qui effectivement, la Douma étant la chambre basse constituée après la révolution de 1905 par décision de Nicolas II. Ce comité provisoire, ce gouvernement provisoire est un comité de bourgeois libéraux, j'allais dire très européanisés, parlant les langues européennes. C'est le prince Lvov qui est le le prince Lvov, et lui, c'est une très très vieille famille, qui a joué un rôle important pendant la guerre, à la tête d'une organisation humaniste pour aider les blessés, les malades, les familles. Et donc ce prince Lvov dirige un gouvernement qui est un gouvernement qu'on aurait pu retrouver à Paris ou à Londres. Et il a simplement en face de lui un soviet, le soviet étant un mot russe qui veut dire conseil, qui est une structure qui est apparue à la révolution de 1905, où là ce sont des gens qui sont a priori élus par la base, dans lesquels on trouve là plutôt des socialistes, avec toute ce panel de socialisme à la russe, puisqu'il y a à la fois des socialistes révolutionnaires, là aussi on va avoir des SR de droite, des SR de gauche, j'élimine ces détails parce que sinon nos auditeurs vont complètement se perdre. Il y a les mencheviks, c'est-à-dire les sociodémocrates minoritaires.
Il y a des anarchistes un peu plus modérés. Il y a beaucoup d'anarchistes, notamment à Petrograd, parce qu'il y a la présence de la base navale de Kronstadt qui est tenue par des anarchistes. Ils sont très présents dans beaucoup d'usines. Et si je n'ai pas parlé des bolcheviks, c'est que les bolcheviks à ce moment-là sont largement en dehors du coup, pour ne pas dire totalement en dehors du coup. Quand les premières manifestations apparaissent, quand on passe des manifestations féminines demandant du pain aux manifestations ouvrières plus politiques demandant la fin de la guerre et abat l'autocratie, les bolcheviks de Petrograd disent il faut pas y aller, le moment est pas bon, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas armés. Voilà. Et il faut naturellement rappeler que les grands noms du mouvement bolchevique, à commencer par Lénine et Trotsky, sont très très loin. L'un est en Suisse et l'autre est sur le continent américain. Donc en fait c'est une révolution qui au départ effectivement est une révolution classique, enfin si on peut dire, qui visait à instaurer une république qui aurait pu être une république soit une monarchie constitutionnelle, soit une république parlementaire de type française ou britannique. Et d'ailleurs, ce que vous appelez socialiste révolutionnaire, finalement, était plus à droite que les bolcheviks et les mencheviks. Oui, alors ça serait assez compliqué. Les dénominations sont pas très claires. Non, sont pas. Socialiste révolutionnaire, c'est historiquement le premier mouvement révolutionnaire qui apparaît véritablement dans la deuxième moitié du 19e siècle. La volonté du peuple. La volonté, voilà, exactement. Assassiner Alexandre II. Et les SR apparaissent effectivement comme les gens qui portent comme outil, j'allais dire, de travail, si on peut utiliser ce terme pour un parti politique à force révolutionnaire, c'est l'assassinat individuel. C'est ce qu'on appelait le nihilisme aussi. Voilà, le terme nihilisme, c'est un terme qui apparaît dans un livre de Turgenev, qui effectivement, c'est cette nouvelle génération de gens qui rejettent tout ce qu'il y a avant, et effectivement, on est supposé rabattre complètement les cartes, mettre à bas tout le système pour reconstruire un nouveau système, un nouvel homme, avec une Donc logique. C'est quand même très proche de ce que sera le programme bolchevique, quand même. Ça sera très très proche, sinon qu'il va y avoir, sur le problème, sur l'aspect foncier, sur la propriété de la terre, les bolcheviks vont effectivement reprendre quasiment au mot le mot le programme socialiste révolutionnaire. En revanche, les SR sont plutôt des partisans, j'allais dire, de l'attentat et de la liquidation individuelle, de gens qui occupent des fonctions, de personnages symboliques. C'est plus proche de l'anarchisme. C'est plus proche de l'anarchisme, si on peut simplifier. Un programme politique. Mais avec un programme politique, voilà, les anarchistes ont aussi un programme politique. Alors, on peut le contester. Comment est-ce qu'on passe donc de cette première révolution, je dirais, modérée, à la prise de pouvoir? Peut-être, M. Brancovan, vous pouvez continuer. Il y a un petit point là. On parlait en Roumanie il y avait 1000 ou 1500 communistes. En février 1917, quand il y a eu la révolution libérale, il y avait 23 000 membres du parti bolchevique dans un pays de 115 millions. Oui, donc c'est le même genre de proportion. Je peux le sens de proportion. Donc comment est-ce qu'ils arrivent, ces 23 000 personnes, avec en plus Lénine en Suisse et ses acolytes à droite à gauche aux États-Unis ou ailleurs? Comment est-ce qu'ils arrivent à retourner la situation à leur faveur en quelques mois? Lénine rentre en Russie en avril 1917 et déjà veut commencer à imposer son programme aux Soviets, qui est parce qu'il y avait là de grandes théories qu'ils avaient prises, marxistes, du point de vue des révolutions, surtout celle des sociodémocrates, des mencheviks. Il y a deux phases, parce que la Russie n'est pas préparée. Il faut qu'il y ait d'abord la phase bourgeois démocratique, comme il l'appelait, ou disons la phase libérale, et puis on peut passer au socialisme. Parce que tout ce qui est important, c'est d'avoir la base économique du socialisme prête pour ça. Et ce n'était pas. Tandis que Lénine avait tout à fait un autre point de vue et une mentalité qui venait des populistes, d'ailleurs des SR, qui sont devenus les SR, qui était que ce qui compte, c'est la volonté politique et non pas le déterminisme économique. Si vous avez une chance, vous devez la saisir, même si on n'est pas prêt. Et puis on regarde et on voit ce qu'on a fait et on adapte. Parce qu'il était tout à fait opportuniste dans ce sens-là. C'est une sorte d'empirisme. Enfin, j'ai l'impression pour compléter ce qui vient d'être dit, effectivement, le génie, si on peut dire politique de Lénine, c'est qu'il renverse les dogmes tels qu'ils sont écrits à la fois par Marx et puis par la pratique socialiste et révolutionnaire depuis au moins 50 ans. Effectivement, il y a cet opportunisme et il y a son espèce de génie, encore une fois politique, pardon d'utiliser ce terme pour un homme qui n'est pas vraiment mon modèle, de considérer qu'effectivement,
effectivement, il faut saisir l'occasion. Et brusque, quand il rentre effectivement à Petrograd en avril, il élabore ce qu'on appelle les thèses d'avril, qui bousculent le point de vue des bolcheviks locaux. Et il leur dit non, l'objectif, c'est de prendre le pouvoir dans les meilleurs délais, et peu importe que tout le processus économique, toutes les étapes qui sont écrites dans les livres d'histoire socialistes soient respectées ou pas respectées. Il faut aussi rappeler, puisque tout à l'heure on évoquait les liens entre la Roumanie et l'Allemagne, le rôle des Allemands, qui effectivement, diplomates et militaires, se mettre d'accord à Berlin et en Suisse pour faire rentrer Lénine et ses acolytes en Russie. Leur raisonnement est simple, étant que Lénine va, si vous me passez l'expression, foutre le bordel en Russie, et donc fermer un front. Voilà, et donc fermer un front, et donc c'est le seul, le seul qui pouvait détruire la volonté de la guerre. Voilà, à une période de guerre. À une période où le front ouest est un peu sur un point de bascule. On ne sait pas si les Américains vont intervenir ou vont pas intervenir. La fin de la guerre, la fin de l'année 1916 a été très compliquée. Il y a eu la fin de la bataille de Verdun, la bataille sous-marine reprend en janvier 17, donc il y a une période très très compliquée, et effectivement pour les Allemands, c'est une aubaine extraordinaire de pouvoir, ainsi que pour les Austro-Hongrois, de pouvoir rapatrier plusieurs dizaines de divisions sur le front ouest. Donc pour les Allemands, encore une fois, c'est du pain béni. Alors ce qu'on peut noter de ce que vous expliquez, c'est que finalement Lénine va utiliser mettre la violence comme outil politique, comme outil de prise de pouvoir, de manière, puisqu'il faut forcer le destin en quelque sorte, donc la violence dès le départ est considérée comme l'outil privilégié pour instaurer la violence fait partie, alors certains diraient de la culture russe, j'en laisse la responsabilité de ce débat quasiment philosophique, mais plus sérieusement, la violence fait partie de l'action révolutionnaire, tout particulièrement en Russie, et Lénine lui donne une espèce de conceptualisation au travers effectivement de la dictature du prolétariat, au travers d'un appareil d'État complètement réformé, dont le symbole le plus paroxystique, en quelque sorte, c'est cette police politique, la fameuse Tchéka, commission extraordinaire de lutte contre la contre-révolution, la spéculation et le sabotage, et qui effectivement est créée quasiment au lendemain de la prise de pouvoir bolchevique. On voit vraiment le parallèle avec ce que sera le nazisme, parce que c'est exactement le même mécanisme finalement. Oui, si ce n'est que l'utilisation de la violence. Si ce n'est que Hitler et le Parti national-socialiste sont arrivés électoralement au pouvoir. Oui, ils ont joué une carte. Voilà, ils ont joué en la forçant un peu. Certes, mais c'est pas moi qui sont effectivement, ils sont élus avec dans les conditions peut-être contestables, imprécises, machin chose. Alors qu'effectivement, lorsque sont organisées les élections à l'Assemblée constituante à la fin 1917, volonté donc élection au suffrage universel avec le vote des femmes. Donc il faut reconnaître que les femmes russes ont voté bien avant toutes les autres femmes. Le parti bolchevique n'obtient qu'un petit quart. 23%. Voilà, un petit. Mais ça, c'est après la Révolution d'octobre. C'est après la Révolution d'octobre. Après la Révolution d'octobre. Ça, c'est intéressant. Parce que alors, elle est dissoute tout de suite. Voilà. En janvier, au début janvier, elle est dissoute. Donc, on a les bases, finalement, de ce qui va être la guerre civile. Exactement. C'est-à-dire, on a. Alors, quel était peut-être, M. Francovan, quelle était la force, donc les bolcheviks, vous avez dit, ils étaient 23 000 dans toute la Russie, peut-être. Quand la révolution d'octobre est donc achevée, enfin, est donc actée, si on peut dire. Ou la prise de pouvoir. Très joli mot. Ils ont saisi ils ont saisi le pouvoir. Et là, il va falloir... ramassé, même. Il y a des régions, est-ce qu'on peut faire l'état des lieux de la Russie? Et il y a beaucoup d'endroits où les bolcheviks sont pratiquement inexistants, enfin surtout dans les régions agricoles, dans les régions où est-ce qu'ils ont un pouvoir réel, une présence réelle? Je crois qu'il faudrait ajouter, c'est quand on dit dictature du prolétariat, et on remonte au traité de Lénine de 1902, que faire? La dictature du prolétariat est en fait la dictature du parti. Qui connaît la vérité, qui est l'aile marchande, l'aile éclairée du prolétariat. Les ouvriers abandonnés à eux-mêmes ne comprennent pas ce dont ils ont besoin. Le parti sait, et le chef le sait aussi. Donc à la limite, il y a ça au début, depuis 1902. Alors, pardon, puisque vous rappelez 1902, la rupture entre ce qu'on appelle les mencheviks et les bolcheviks, la grande différence, c'est que voilà, c'est dans l'idée de Lénine et de ses partisans de dire il faut un parti professionnel. Voilà.
Il faut des gens qui consacrent leur vie, qui ne fassent que cela, qui ne pensent qu'à cela, qui renoncent à toute vie personnelle, à tout. Ce qu'on appellera les apparatchiks en français russe. Ça remonte au fameux nihiliste Nechaev. Voilà, alors que les mencheviks disent non, on peut avoir des compagnons, on peut avoir des gens qui font... Voilà. Et c'est ça la véritable ligne de partage entre l'approche menchevik et l'approche bolchevique. Et la même chose avec l'idée de la moralité. Par exemple, les autres avaient une certaine théorie. Vous ne traitez pas vos collègues comme vous traitez l'ennemi. Du point de vue de Lénine, ça n'existe pas. Ça, c'est de la moralité bourgeoise. Petite bourgeoise, oui. Et donc, l'autre chose que j'aurais voulu, juste très vite, une des choses qui a contribué au succès de Lénine, ça a été l'attitude ou la mentalité d'une partie de l'opposition à lui. C'est-à-dire la majorité des mencheviks et des SR. Et c'était une phrase très maligne et dangereuse. Pas d'ennemis à gauche. Parce qu'ils étaient obsédés par les parallèles avec la Révolution française. Et ils voyaient partout le danger d'un Bonaparte. Oui. D'ailleurs, le terme bonapartisme est devenu une des grandes insultes dans la vie du parti. D'être traité Zhukov a été traité de bonapartiste. C'est-à-dire que d'un côté, la droite va venir et saisir le pouvoir. Si vous attaquez Lénine, dont le cœur est en bonne place, vous faites le jeu de la droite. Et alors, ils n'ont pas réagi. Comme il fallait. Et vous, Philippe Delorme, vous posiez la question de comment ce petit parti, avec quelques dizaines de milliers de personnes, quelques milliers de militants, arrive à prendre le pouvoir à l'automne 17. Il faut rappeler que les bolcheviks et Lénine tout particulièrement ont mis en avant deux slogans très simples qui ne pouvaient être combattus par personne. Nous, on va vous apporter la terre aux paysans, qui représentent quasiment 80% de la population russe à ce moment-là, et on vous apporte la paix, c'est la fin de la guerre. Alors que le gouvernement provisoire, y compris une partie des socialistes non bolcheviques, sont plutôt partisans de continuer la guerre jusqu'à la victoire. Il ne faut pas oublier non plus que les traités secrets entre les Britanniques, les Français et l'Empire russe promettaient à la Russie Constantinople et les détroits, ce qui était quand même un objectif. Et donc, à partir du moment historique. À partir du moment où les bolcheviks disent non, nous au pouvoir, vous avez la propriété de la terre et vous avez la paix, c'est évident que n'importe qui, effectivement, se sent... Après, pain et guerre. Voilà. Pain et terre. Mais en même temps, c'était les trois éléments du slogan. Voilà. En même temps, à la fin de 1917, finalement, les bolcheviks tiennent Saint-Pétersbourg, enfin Pétrograd. Mais le reste du pays n'est pas dans va se soulever très vite, puisque justement, on parle de cette guerre civile. Voilà. Alors, d'abord la Finlande, je crois. C'est la première guerre civile. La première guerre civile, effectivement, se produit en Finlande. Elle est extrêmement brutale, elle est très sanguinaire, et elle conduit effectivement elle donne un peu aux rouges finlandais une espèce d'expérience de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, la Finlande, précisons, était un grand-duché qui était lié à l'Empire. Qui était lié à l'Empire, effectivement. Constitutionnel. L'empereur de Russie était autocrate en Russie jusqu'en 1905, mais il était grand-duc constitutionnel en Finlande depuis 1809. Absolument, oui. D'accord, donc il y avait un statut particulier. Un peu comme, non pas comme la Pologne, beaucoup plus libéral. Non, beaucoup plus libéral que la Pologne, parce que la Pologne était complètement intégrée. La Pologne l'avait eu, très libérale, et il y a eu les deux révolutions de 30 et 63. Exactement. Et alors, on a enlevé tout ça. Et donc, effectivement, les bolcheviks sont très très forts à Pétrograd et à Moscou, et puis dans un certain nombre de bassins ouvriers. Ils sont, par exemple, aux élections dont on parlait tout à l'heure en Sibérie, ils sont très très minoritaires, et les socialistes révolutionnaires obtiennent quasiment les 3/4 ou les 2/3 des voix. Donc la Sibérie n'est absolument pas bolchevique, et naturellement le sud de la Russie l'est très très peu. Donc le sud de la Russie, c'est ce qu'on appelait avant la Révolution la Petite Russie, qu'on appelle l'Ukraine, puisque l'Ukraine a reçu un premier statut autonome avec le gouvernement provisoire en juin 17. Et puis il y a toutes ces fameuses terres cosaques, le Don et le Kouban, principalement, donc qui sont à l'est de la mer Noire et donc à la limite du Caucase, pour faire simple, avec la mer Caspienne. Ce sont des terres qui sont des terres frontalières, et il faut rappeler que les Cosaques ont toujours bénéficié d'un statut particulier. Ce statut particulier était le service du tsar,
service militaire. Personnel, quand même. Personnel, et en contrepartie, effectivement, ils avaient des droits fonciers exceptionnels. Donc, au fur et à mesure que le Don et le Kouman ont progressé, on a fait venir des ouvriers, on a fait venir des non-cosaques qui, eux, n'avaient pas ces droits. Et donc, le point d'appui des bolcheviks après en 17 et en 18, c'est effectivement d'utiliser ces ouvriers et ces non-cosaques pour dire il faut absolument supprimer les privilèges des cosaques, alors que les cosaques, eux, n'ont pas soutenu le gouvernement provisoire. On se souvient que dans les heures qui précèdent la prise du palais d'hiver par les bolcheviks, les cosaques s'en vont parce qu'ils ont été maltraités par Kerensky, qui les a traités de tout un tas de noms. Et donc il dit c'est fini, on rentre chez nous. Et il rentre effectivement. Et le premier mouvement anti-bolchevique est organisé dans le Don par l'ataman, c'est-à-dire le chef des cosaques, Kalyedin, qui est un général de l'Empire russe et qui va accueillir les premières forces partout ailleurs on va appeler blanches, mais qui sont d'abord des forces anti-bolcheviques, qu'on va appeler l'armée des volontaires, qui est organisée par un certain nombre de généraux, principalement donc le général Alexiev et le général Korniov. Donc en fait, pour que nos auditeurs comprennent bien... Et envie de lire le livre, quand même, si on raconte tout. On ne va pas trop raconter. Non. Disons qu'il y a cette prise de pouvoir par Lénine, par les bolcheviks à Petrograd en octobre-novembre 1917, et qu'ensuite, il va y avoir des oppositions assez diverses qui vont se dresser contre lui. Donc des oppositions, on peut dire, de droite, en tout cas royalistes, impérialistes. Il y a assez peu, enfin très peu. Non, il y a très peu de monarchistes. Il y a ça, c'est intéressant à dire, parce qu'on imagine toujours que le danger de droite à propos de pas d'ennemis à gauche. Il n'y avait pas de danger de Bonaparte en Russie, de la droite ou des monarchistes en 1917. Non. Le discours... restauration de l'Empire. Le discours bolchevique est de dire les Blancs, donc les anti-bolcheviques sont des monarchistes, c'est largement faux. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup d'officiers qui sont monarchistes, l'objectif des forces anti-bolcheviques dites blanches, c'est effectivement le rétablissement des libertés et le retour à la Russie et la défense de la patrie russe. On a bien là aussi une ligne de partage importante. D'un côté, les bolcheviks qui mettent en avant la révolution internationale, la suppression des frontières, une espèce d'entité nouvelle construite sur un nouveau modèle humain et économique. Et du côté anti-bolchevique, vous avez effectivement, on veut défendre la patrie une et indivisible, on veut effectivement le retour des libertés. Quant au modèle politique et au régime, il sera décidé après la fin du régime bolchevique. Mais il y a aussi, alors il y a la Russie une et indivisible, mais il y a aussi des tendances c'est ça le problème. C'est justement le problème des Blancs. C'est le problème des Blancs, puisqu'effectivement les Ukrainiens, les Caucasiens, les Sibériens, les Baltes, les Finlandais, les Polonais, tout ça disent attendez, nous, vous êtes gentils avec votre Russie une et indivisible, ça nous intéresse plus. On a reçu entre 17 et début 18 une liberté plus ou moins réelle, plus ou moins complète. On veut en profiter. Il n'est pas question de nous récupérer de l'Empire russe. Il disait justement, vous n'avez pas, il ne faut pas attendre. Le problème de la terre et le problème de nationalité doit être discuté. Et ça a permis aux bolcheviks d'inventer, si vous voulez, le programme des Blancs. Ou de prétendre dans leur propagande ils ont instrumenté. Je m'arrête pour dire où on est et avec qui l'on parle, parce qu'il faut le faire de temps en temps à la radio. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Philippe Delorme, consacré aujourd'hui aux conséquences funestes de la révolution bolchevique de 1917 en Russie et aussi en Roumanie, avec donc Constantin de Brankovan, ancien conseiller du roi Michel Ier de Roumanie, et Alexandre Jevakov, historien ou fonctionnaire d'origine russe, auteur de La guerre civile russe aux éditions Perrin. Donc peut-être, monsieur de Brankovan, on peut parler maintenant du traité de Brest-Litovsk. Donc à partir de mars 1918, les bolcheviks vont faire la paix séparée avec l'Allemagne, et donc à ce moment-là, il y a une autre force qui intervient un autre acteur qui intervient dans cette guerre civile qui commence à ce moment-là, ce sont les alliés finalement qui vont intervenir, les Français, les Britanniques, les Japonais aussi, les Turcs, etc. Et les Américains. Oui. Alors qu'est-ce que cette intervention étrangère change dans la donne? C'est peut-être la chose qui change le plus, c'est Brest-Litovsk. Voilà. Et le traité, parce à partir de ce traité donc de paix où la Russie se retire de la guerre. Le slogan était jamais paix séparée.
Et puis, quelquefois, il faut prendre compte de ce qui se passe vraiment, réellement. Et l'Allemagne était la grande menace. On ne pouvait pas se battre contre l'Allemagne. Alors Lénine, l'opportuniste dans ce sens-là, cède et conclut la paix séparée à Brest-Litovsk. Parce que toute concession est valable et légitime si ça permet au régime soviétique, comme il le disait, de survivre. Parce que si le régime soviétique s'écroule à ce moment-là, il n'aurait plus jamais une chance d'avoir le socialisme. Alors il perd territoire, richesse et tout, mais pour se consolider, pour mieux se consolider. Oui, de toute manière, l'idée de nation, enfin, ou de patrie, tout ça n'a pas beaucoup de sens pour Lénine. Peu importe son territoire, à la limite, ce qui compte, c'est d'instaurer ce régime qui ensuite se répandra sur la terre entière par contagion, en quelque sorte. Pour se consolider, et puis on verra. Voilà, c'est exactement ce qu'il va faire en 21-22 avec les paysans. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été, parce que les Français disaient que c'était l'agent des Boches, entre guillemets, l'agent des Allemands, est-ce que Lénine a vraiment été, je dirais, peut-être, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans la guerre civile russe, je regarde avec attention ce problème, puisque, en fait, la première tentative de pouvoir par les bolcheviks date de juillet 17. Et en juillet 17, elle échoue et Lénine est obligé de fuir en Finlande et un certain nombre de responsables bolcheviks sont mis en examen, comme on dirait aujourd'hui, à partir d'informations qui sont transmises par le deuxième bureau français au service de renseignement russe. Et ce deuxième bureau français transmet des documents qui attestent de virements financiers par les Allemands à l'entourage de Lénine. Mais je n'ai trouvé aucune preuve explicite mettant en cause personnellement Lénine. Donc voilà, ça c'est un point qui... C'est incontrovertible. Il y a des financements. Allemands, ça c'est sûr et certain, effectivement. Et y compris même avant 17, il y a le fameux Parvus qui effectivement recevait beaucoup d'argent des Allemands et le mettait en système, en virement dans la Russie pour désagréger, etc. Donc effectivement, les Allemands jouent un rôle très très important, mais cette paix de Brest-Litovsk, c'est un des premiers point de bascule de la guerre civile. Parce que d'abord, Lénine, comme le disait M. Brankovan, l'impose à une partie de ces bolcheviks qui n'en voulaient pas. Je veux dire, l'opposition de gauche dit, mais nous, il n'est pas question de traiter avec un empire, avec un régime militariste. Enfin, je veux dire, les Allemands, c'est franchement, c'est le pays le plus éloigné des thèses bolcheviques. Il a même perdu un vote au début. Absolument, non. Et donc, et ce qu'il faut, pourquoi Lénine fait ça? C'est qu'à ce moment-là, le régime bolchevique est particulièrement fragile. Il faut se souvenir que leur hantise, c'était de durer plus que la Commune. La Commune de Paris. Le jour où Lénine, il y a l'anecdote, le jour où fameuse Lénine a dépassé il aurait dansé. Mais il n'en reste pas moins qu'au-delà de cette anecdote, l'inquiétude réelle, c'était de durer plus que la Commune, parce qu'ils avaient tous en souvenir, on l'a dit, la Révolution française, et deuxième souvenir, c'était la manière dont la Commune s'était achevée, et donc l'idée de se retrouver au mur des fédérés de Pétrograd avec une balle dans la peau, Lénine n'était pas vraiment courageux physiquement. Parce qu'on a donc ces armées de volontaires dans le sud, donc dans le Kouban et dans le Don, en Ukraine, et qui sont encore très très peu nombreuses. Et donc effectivement, il y a. C'est plus alors au centre même de non, il y a bien entendu, la situation, on l'a dit tout à l'heure, la situation après la prise de pouvoir est absolument pas stabilisée, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Donc il y a partout, il y a une multiplicité d'actions locales. Il y a effectivement les forces volontaires, mais il y a tout un tas de petits groupements politiques, des socialistes révolutionnaires, des mencheviks qui prennent le pouvoir localement, qui continuent à contrebalancer le pouvoir bolchevique. Et puis, on parlait des Alliés. Les Alliés peuvent menacer effectivement le pouvoir bolchevique. On ne sait pas de quel côté ils vont se positionner. Et n'oublions pas les fameuses troupes tchèques. Il y a effectivement au moins 50 000 Tchèques. Alors c'est quoi ces Tchèques? Pourquoi est-ce que les Tchèques arrivent là Parce que les Tchèques étaient donc dans l'Empire austro-hongrois. Donc ce sont des soldats qui ont été soit des prisonniers de l'armée russe, et donc l'armée russe dans les camps les a, entre guillemets, endoctrinés pour qu'ils passent du bon côté, soit ce sont... des Slaves, donc. Slaves, voilà. Alors, l'endoctrinement peut être plus facile qu'avec des Roumains, par exemple. Voilà. Soit ce sont des gens qui sont passés, qui ont quitté, qui ont déserté l'armée autrichienne et qui ont rejoint. Donc il y a effectivement autour, je vais dire un chiffre rond, autour de 50 000 soldats qui se retrouvent dans la partie de l'Ukraine ou un peu plus au centre de la Russie. Ils ont été entraînés.
avec l'accord de Nicolas II, avec les responsables tchèques, ils ont été formés en unités qui ont été intégrés à l'armée russe. Déjà avant la Révolution. Voilà, donc avant la Révolution, donc ils sont combatifs. Le discours bolchevique, ça les motive pas vraiment. Et ce qui les motive, c'est la reconnaissance par Paris et les alliés d'un nouvel État tchécoslovaque. Et donc on leur dit, vous allez quitter la Russie, on va vous évacuer soit par le nord, la mer Blanche, soit par le Pacifique, Vladivostok, et vous allez rejoindre le front ouest, où vous allez combattre en France ou en Italie, avant de rejoindre votre patrie tchèque. Et Clémenceau même parle de nos Tchèques, je veux dire d'un sentiment d'appropriation. Et ces Tchèques, effectivement, dans un premier temps, ils sont autorisés à quitter donc l'ouest de l'Ukraine et de la Russie pour évacuer. Et ensuite, chaque parti va essayer de les tirer vers soi, à la fois les blancs et les rouges. Donc là, oui. Je voulais demander si vous permettez une petite anecdote au sujet de l'obsession qu'il faut durer plus longtemps que la commune de Paris. Je vous en prie. Et la mentalité. Avant la prise de pouvoir en octobre, dans le Soviet, à un moment donné, il y a un débat. Et un des très peu nombreux mencheviks qui voulait attaquer Lénine et son idée qu'il faut faire la révolution tout de suite, saisir le pouvoir, le dit dans le Soviet, il faut pas, c'est lui l'ennemi de la révolution de février. Et le chef menchevique, Martov, d'une voix enrouée, hurle à celui qui critiquait Lénine, homme de Versailles. Parce que c'était l'équivalent de la suppression de la Commune de Paris. Oui, absolument. Ils étaient obsédés par l'exemple français. Oui, et la mentalité était que jamais ne pas aider les bonapartistes et tout ça. Donc on va avoir une autre armée qui va se mettre en place, qui est celle du général Dénikine, donc qui est soutenue elle par les Alliés. Alors les Alliés se terminent, la guerre se termine en novembre 1918, comme on le sait bien. Absolument. Donc là, du coup, la France peut et l'Angleterre peut éventuellement donner un petit coup de main supplémentaire. En fait, les premiers coups de main apparaissent plus tôt, puisqu'en fait, dès la fin 17, il y a des coups de main financiers ou techniques qui apparaissent. Et effectivement, à partir de la fin de la guerre mondiale, le problème va se poser pour les Alliés de savoir comment on va traiter ce dossier russe. Et il y a des débats à la fois à Paris, à Londres, sans oublier Washington et Tokyo. Et en fait, pour dire les choses rapidement de mon point de vue, l'un des problèmes que vont rencontrer les forces anti-bolcheviques, c'est que les Alliés les soutiennent, mais sans coordination, et les soutiennent avec un pas en avant, deux pas en arrière, comme les janissaires ottomans. Voilà. Et donc les Blancs vont très régulièrement se plaindre de cette espèce de faux soutien, de soutien insuffisant, d'ambiguïté, et donc à aucun moment les Blancs en particulier, mais même aussi les socialistes, puisqu'il y aura des armées socialistes aussi en Sibérie en particulier, n'auront l'impression de bénéficier d'un véritable soutien de la part des Alliés. Et puisque je parlais de la Sibérie à l'instant, en Sibérie, alors là, c'est parfaitement explicite. Les Japonais, qui sont très très présents, puisqu'ils ont plusieurs dizaines de milliers d'hommes en Sibérie orientale, leur seul objectif, c'est de récupérer et de mettre sous contrôle nippon la Sibérie orientale. Les Blancs, ça ne les intéresse absolument pas. Et du côté américain, ce qui les intéresse, c'est de limiter l'influence nippone. Donc là aussi, les Américains jouent un rôle particulièrement chacun, voilà. Et les Français et les Britanniques tout particulièrement, on est dans une logique de répartition de zones d'influence. Ce qui intéresse les Français, qui ont beaucoup investi en Ukraine et dans le sud de la Russie, c'est effectivement de voir comment ils peuvent récupérer leurs investissements et faire en sorte que les intérêts économiques et financiers des Français soient autant que faire se peut confortés. Et du côté britannique, c'est l'habituelle préoccupation, le contrôle de la mer Noire, l'accès au Caucase, l'accès au pétrole, et puis derrière, le problème de la Perse et la route des Indes. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails de ces guerres. Il y a aussi les bolcheviks, très importants pour la survie du régime. Ils recréent l'armée.
Voilà, justement, parce que on ne peut pas avoir une armée comme avant. Alors, c'est exactement ce qu'ils font maintenant. Donc on a une armée rouge, ce qu'on appelle l'armée rouge, qui veut dire la grande armée aussi en russe d'ailleurs, plus ou moins. Enfin, le rouge, voilà, avant d'être la couleur révolutionnaire et bolchevique, le rouge c'est la couleur de la fête et de la Renaissance. Oui. La place rouge, ça n'a rien à voir avec le bolchevisme. La belle place, exactement. Et dans le traditionnel de Pâques, qui est la fête orthodoxe, puisqu'on est placé sous le ciel de spiritualité, autant le rappeler, la grande fête orthodoxe, le rouge, c'est effectivement le signe de la Renaissance, de la résurrection du Christ. Et vous savez que les orthodoxes russes, à l'époque de Pâques, ont des œufs, et la tradition, c'est d'ailleurs des œufs rouges en particulier. Donc là, c'est un avantage pour les bolcheviks d'avoir eu cette couleur. Absolument. C'était pas de leur faute, puisque la couleur leur était imposée, mais enfin, disons que ça tombait bien. Ça tombait mais bien. Ce n'était plus l'armée, comme il disait, avec des officiers élus, où il n'y a pas de discipline. Donc c'est Trotsky, parlons de Trotsky. C'est Trotsky qui va mettre en place tout ça. Oui. Voilà. Tout à fait, recréer au fond une armée traditionnelle, comme était l'armée impériale, mais rouge, parce que elle sert le régime bolchevique. Avec quand même, une petite différence, c'est qu'à côté de ces officiers, dont beaucoup, contrôle du parti. Voilà, il y a le contrôle du parti par les commissaires politiques. Effectivement, chaque officier est flanqué d'un commissaire politique. Et il y a toujours des conflits. Oui, parce il récupère à peu près 30% quand même des anciens officiers. Il récupère beaucoup d'officiers, soit pour des raisons. Alors, il y a des gens qui sont carriéristes, il y a des gens qui sont. Ils sont pris otages. Aussi. Voilà, il y a effectivement il y en a qui sont pris en otage. Ceux qui refusent. Il y a par exemple un général qui est assez connu parce qu'il a joué un rôle important pendant la Première Guerre mondiale qui s'appelle Rennenkampf. Rennenkampf refuse, il est liquidé dans les heures qui suivent son refus. Donc effectivement, de temps en temps, des officiers ou des généraux, parce qu'ils sont plus jeunes, parce qu'ils ont des familles, acceptent. Voilà. Et donc effectivement, il y a beaucoup de généraux de l'ancienne armée impériale qu'on retrouve, y compris au niveau de commandement de corps d'armée ou d'armée au sein de l'armée rouge, mais toujours flanqués de commissaires politiques qui sont dualité. Là, on revoit ça. C'est l'exemple de la Révolution française. Exactement. Avec les généraux d'Ancien Régime. Voilà, exactement. Les envoyés en mission qui étaient... qui sont là pour... l'international au début. Ce phénomène de professionnalisation, mettons, se passe aussi dans la diplomatie, tout d'un coup. Et alors, ils reviennent, les diplomates de profession reviennent, et alors il y a d'un côté, il y a le gouvernement qui conduit une politique extérieure, si vous voulez, traditionnelle, à travers des ambassades. Il y a le début des relations diplomatiques, 22 avec l'Allemagne, avec Weimar, 24 avec la Grande-Bretagne et la France. Et d'un autre côté, il crée en 19 l'internationale, la troisième, la communiste. Et la politique idéologique se poursuit par l'international. Comme les commissaires politiques dans l'armée, il y a un conflit peut-être potentiel. La même chose en politique extérieure. Et le langage communiste, qui est un langage très imaginatif, invente pour dénommer tous ces fonctionnaires civils ou militaires réutilisés en quelque sorte, le mot spets. Spets, c'est pour spécialiste, c'est-à-dire spécialiste, effectivement, qu'on retrouve dans l'armée, dans la diplomatie, dans les autres missions de l'administration, parce qu'il faut bien gérer cet État russe nouveau. Et qui va devenir un mot négatif. Voilà, après. Staline qui dit c'est le sabotage des spets. Voilà. On va peut-être faire une petite pause musicale avant de passer à ce qui va être aussi l'envers de cette guerre civile, qui sont les exilés. Alors aussi bien les exilés russes après la révolution d'octobre, aussi bien les exilés roumains, aussi après la prise de pouvoir par les communistes en 1900. On reparlera du roi Michel justement à cette occasion-là. Marchez les
les Atamans, dans leurs campagnes éthiques, qui traquaient Trotsky tremblant. Les Partisans blancs, chantés ici par le chœur Montjoie-Saint-Denis, cette chanson est d'abord un clin d'œil nostalgique à Serge de Beketch, dont ça a été l'indicatif durant de nombreuses années ici sur Radio Courtoisie. Les Partisans est un chant traditionnel russe dont la musique a été utilisée avec des paroles différentes par les deux camps durant la guerre civile. Ensuite, il sera très utilisé par l'armée rouge lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est issu du chant des Partisans de l'amour, qui date de 1828, donc un chant très ancien déjà, et se retrouve dans le chant régimentaire des Drozdovski, des armées blanches en 1919. Et pardon de vous interrompre, le régiment Drozdovski est venu de Roumanie. Voilà. Puisque les chants, justement, je voulais en fait terminer par là en disant que les paroles d'origine se traduisaient par en marche depuis la Roumanie, vint le glorieux régiment Drozdovski au secours du peuple à accomplir sa lourde tâche. Donc effectivement, là, on a une intervention de la Roumanie. Alors dans cette, mais si les Allemands avaient avancé plus dans la Première Guerre, la famille royale roumaine avait l'intention de se réfugier en Russie. Donc, vous voyez, on commence à se rapprocher. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Philippe Delorme, consacré aujourd'hui aux conséquences funestes de la révolution bolchevique de 1917, avec Constantin de Brokhovan, ancien conseiller du roi Michel Ier de Roumanie, et Alexandre Jevakov, historien haut fonctionnaire d'origine russe, auteur de La guerre civile russe aux éditions Perrin. Alors, nous allons tourner la page de cette guerre civile. Je pense que en lisant le livre d'Alexandre Jevakov, on aura beaucoup d'autres détails et puis savoir comment tout ça va se terminer. Après, il y a une campagne vers la Pologne. Enfin, il y a tout un tas d'autres événements qui vont émailler ces 5 ans, pratiquement, ces 4-5 ans de guerre civile. Parlons maintenant des conséquences de des conséquences sur les hommes. Alors, bien sûr, en Russie même et en Ukraine, etc., il va y avoir des milliers de morts, voire des dizaines de milliers de morts. On peut même compter, on peut ajouter des zéros par million, puisque même Zinoviev disait s'il faut tuer 10 millions de personnes, c'est pas très grave pour la révolution. On sait que par la suite, il y aura le fameux Holodomor dans les années 30 où Staline va affamer les paysans ukrainiens et du Kouban pour justement instaurer cette fameuse dictature du prolétariat. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être victimes sur place, mais certains Russes vont choisir l'exil, enfin vont pouvoir prendre l'exil, sans doute avec la rage au cœur et avec beaucoup de nostalgie. On a en 1925, on sait qu'il y avait à peu près 1 500 000, donc ce qu'on appelle Russes blancs, dont une grande partie, à peu près un tiers, 400 000, étaient en France. Alors comment ça se passe, Monsieur Jevakov, cette émigration russe ça se passe mal. Non, mais ça s'organise. Les gens vont s'organiser. Il y a d'abord plusieurs phases à partir de 17-18 jusqu'au début des années 20. Donc ça se passe, grosso modo, pour faire simple, les gens d'abord s'éloignent peu. Parce qu'effectivement, on pense que les événements vont évoluer dans la bonne direction, et donc on se réfugie en Sibérie, à Kiev, ou dans le Caucase, en Finlande, en Suède. On reste dans la période. Et au fur et à mesure que les choses commencent à évoluer moins bien, on prend un peu de distance, donc on va plutôt en Pologne, on va plutôt en Allemagne, mais on reste encore aussi près que possible. Et donc ce n'est que tardivement, à partir de la chute de Kolchak en Sibérie au début de 20, puis le départ de Wrangel en novembre 20, que là les grands départs se font. Le plus important, le plus compact étant le départ de Wrangel, donc qui quitte la Crimée en novembre 20 avec à peu près 150 000 personnes, 80 000 militaires, et le reste donc par bateau, on part. L'état-major de la marine avait prévu de faire partir à peu près 70 000 personnes. Là, on a 2 fois et demi le contingent, et donc on prend tout ce qu'il y a. On prend à la fois l'escadre de la mer Noire qui est encore opérationnelle, on prend des transports civils et on descend. Donc il n'était pas aux mains des. Et qui n'était non, parce que la Crimée est encore contrôlée par l'armée russe, c'est-à-dire l'armée de Wrangel. Et puis il y a effectivement les Français, puisque Paris a reconnu le gouvernement français. Donc il y a un petit soutien américains, anglais et surtout français. Et donc ces gens-là s'en vont. Tout ça, ils partent de plusieurs ports et ils vont direction Constantinople. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, Constantinople,
Constantinople est occupée par les Alliés. On est donc à la fin de 1920, 2 ans après la fin de la guerre mondiale. Et il y a la guerre d'indépendance entre les kémalistes et le sultan. Et donc, ces Russes blancs arrivent dans un Istanbul occupé, complexe sur le plan politique. Plus et donc, la guerre avec la Grèce. Plus la guerre avec la Grèce, exactement. Donc, donc effectivement, à ce moment-là, les gens sont installés autour d'Istanbul, autour de Constantinople. Mentalement, pour Wrangel et pour ses adjoints, la bataille était perdue, mais la guerre ne l'est pas. Et donc l'idée, c'est de revenir et donc de s'entretenir, etc. Pour Paris, la vision est un peu différente, et donc au fur et à mesure que les mois passent, la question est de savoir que va-t-on faire de ces Russes. Et donc, la plupart de ces Russes ensuite sont incités à partir. Très peu partent. Paris essaie d'organiser des départs. Paris même se livre à un discours qui n'est pas très glorieux, de dire vous pouvez revenir en Russie soviétique, on vous a garanti la vie sauve, ce qui naturellement n'est pas vrai. Donc ceux qui croient ce discours arrivent en Crimée et se retrouvent effectivement en état rapidement de cadavre. Donc, et pour le reste, aucun pays n'accepte de recevoir des Russes blancs de Constantinople, sauf l'État de Sao Paulo au Brésil, qui est prêt à prendre 2 fois 500 paysans. Alors, il y a des gens qui sont prêts à partir. Il n'y a aucun paysan parmi ceux-là. J'ai retrouvé leur véritable fonction dans les archives militaires de Vincennes. Et donc, il y a un premier bateau qui part. Ce bateau est un vieux bateau civil qui s'appelle le Rion. Il est tellement vieux qu'il ne dépasse pas la Sicile. Il est remorqué par la Royale jusqu'en Corse. Il fait une quarantaine en rade d'Ajaccio. Donc, il y a un certain nombre de gens qui débarquent. Et ensuite, on retrouve le Rion sur la Côte d'Azur, en l'occurrence à Toulon et à Marseille. Et parmi les gens qui étaient non pas sur le bateau en tant que passagers, mais parmi les jeunes officiers qui servaient de matelots, parce qu'il y avait très peu de matelots. Il y avait mon grand-père, qui était donc sur le bateau avec son épouse, ma grand-mère, mon oncle et mon père, qui venaient de naître, puisqu'il était de janvier 21. Et donc, voilà, comme cela... Vous avez failli être brésilien. Voilà, j'aurais pu, mon rêve aurait été international de football brésilien, et je me retrouve avec vous ce matin à Radio Courtoisie. D'accord, donc il va y avoir cette union générale des combattants, donc voilà, qui va structurer cette diaspora. Exactement, parce que l'objectif, encore une fois, de Wrangel, c'est de combattre le régime rouge, et donc il y a à la fois dans la mentalité des Russes blancs, en France ou ailleurs, on est assis sur des valises. Vous me disiez, rappeliez tout à l'heure que j'étais marguillier de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski, rue d'Arru. Juste à côté de la rue de la cathédrale, il y a aujourd'hui un immeuble qui avant était autre chose. Et donc, à la fin des années 30, la rue d'Arru avait envisagé d'acheter cet immeuble. Et la décision du conseil paroissial était de dire non, on va pas l'acheter parce que on va revenir en Russie. À la fin des années 30 encore. Alors, il y a le rôle de la religion, effectivement, qui va se structurer à l'extérieur du patriarcat de Russie, du patriarcat de Moscou, qui du coup est, parce qu'il faut entre les mains des communistes. Voilà, on se souvient que il est éliminé d'ailleurs jusqu'en 43. Voilà, on se souvient que le patriarcat... Il n'y a plus de patriarche jusqu'en 43. De fait, il n'y a plus de patriarche, oui. Il y a une espèce de... En fait, le patriarcat renaît de ses cendres en 17. Il y a effectivement un concile qui réorganise et qui recrée le patriarcat qui avait été supprimé par Pierre le Grand. Et le malheureux patriarche qui est élu, Tikhon, se retrouve aux mains du régime rouge. Et donc, les forces blanches, à la fois pendant la guerre civile et après, ne veulent pas reconnaître ce patriarcat qui est considéré comme contrôlé par le pouvoir rouge. Il faut se souvenir aussi que le pouvoir rouge a décimé donc l'Église orthodoxe. Dans la première année, dans ma guerre civile russe, je fais le calcul que dans la première année, 10% des évêques et archevêques de l'Église orthodoxe russe ont été liquidés par les rouges. Donc effectivement, à l'étranger se pose l'organisation de l'Église orthodoxe. Il y a une église dite hors les frontières, qui se crée, qui est une église assez engagée politiquement, et puis il y a le reste... À Genève, donc. À Genève, principalement. Et puis il y a, pour le reste, donc, notamment en France, notamment à Paris, et dans toutes ces paroisses qui se créent, parce qu'au fur et à mesure que des Russes arrivent à Colombelle, à côté de Caen, à Montargis, à Belfort, on crée des paroisses. Et dans la région parisienne, il y a énormément de paroisses qui se créent. Il y a Saint-Serge, rue de Crimée, et puis il y a rue Olivier de Serres, je pourrais multiplier l'exemple jusqu'à la fin de la journée.
voyez. Et donc le problème se pose, et le métropolitologe, qui est donc le responsable de la rue d'Arruy, pour faire simple, qui est un ancien élu qui fut monarchie dans sa jeunesse et qui a évolué un peu vers plus de libéralisme, disons, plus de centrisme ou de progressisme, effectivement refuse le rattachement à Moscou au motif de sa dépendance. Et donc, dans les années 30, il demande à être rattaché au patriarcat de Constantinople, qui, dans la logique orthodoxe, qui est une logique collégiale, nous n'avons pas la verticalité du pouvoir catholique, avec le pape, donc le patriarche de Constantinople est considéré comme le primus inter pares des patriarches. Et la rue d'Arruy est toujours aujourd'hui donc rattachée. on a, bien sûr, au fur et à mesure, l'idée qu'on ne va plus rentrer, donc les gens s'installent. Oui. Alors il y a toute l'image d'Épinal des chauffeurs de taxi, enfin, oui, qui n'est pas une des princes chauffeurs de taxi, voilà, etc. Tous les chauffeurs de taxi n'étaient pas princes. Voilà. Bon, et bien sûr, des noms comme Marina Grec, Hélène Carrère-Dancos, bien sûr, sont issus de cette voilà, espoir. On va peut-être parler maintenant de la Roumanie, parce que finalement, la Roumanie va connaître un peu, avec un décalage d'une génération, le même drame à partir de 1945-47. Donc avec l'installation de ce pouvoir soviétique par les armes dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il va y avoir dans la population roumaine, vous êtes né juste à ce moment-là, donc vous avez grandi vous avez grandi dans ces années-là. Est-ce qu'il va y avoir une résistance, une opposition à cette... ça doit être difficile puisque l'armée rouge est omniprésente, mais enfin est-ce qu'il y a une volonté quand même de... Il y a opposition, mais ce qu'ils font exactement comme ça se passait au fond, ils calquent tout de ce qui a été fait en Union soviétique. Mais c'est très concentré jusqu'à la mort de Staline, surtout. Mais tout est copié. Collectivisation, industrialisation, exactement les mêmes critères, terreur, les procès et tout ça. Il y a opposition, mais les communistes pratiquent ce qu'ils appellent la tactique du salami. On coupe une tranche, et on détruit la société civile, tranche par tranche. Les partis politiques, par exemple, dès qu'il y a les élections truquées de 1946, après, les chefs des partis historiques sont arrêtés en prison. Puis c'est l'armée, le tour de l'armée, qui est aussi décapité. Et les partis sont interdits ou on continue à avoir de faux partis, croupions Les partis bourgeois sont interdits. Parce que je sais qu'en Pologne, par exemple, il y avait une sorte de faux partis paysans, il y avait, d'où je vous disais, le premier ministre sympathisant communiste qui après est devenu président, à un moment donné, Groza, avec son front des agriculteurs. Et tout ça, mais autrement les partis bourgeois n'existent plus, historiques, les libéraux et les national-paysans, et les sociaux-démocrates ont un choix très clair mis devant eux, où ils rejoignent le parti communiste, qui ne s'appelait pas, comme partout d'ailleurs, c'était pas le parti communiste, c'était le parti des ouvriers, puis c'est devenu communiste, où ils sont en prison. Donc là, cette répression s'abat sur tous ceux qui... Et maintenant, il y a beaucoup de recherches et des choses publiées. Je ne suis pas tout à fait au courant, mais il y a eu la résistance dans les montagnes qui a continué jusqu'au début des années 60. Vous m'avez dit que... Mais sans effet. Vous m'aviez dit que certains membres de votre famille, je crois, un de vos frères a été en prison longtemps, mon père. Votre père, oui. Et donc presque tout le monde a été en prison. Donc sous quel prétexte? Donc, nous avons essayé en 48, on a essayé de s'enfuir. L'idée était d'aller en bateau et éviter les eaux territoriales et arriver à Constantinople. Et on a été pris. D'accord. C'était en 48. Moi, j'avais 5 ans. Alors, ça a été 6 ans de prison pour mon père et mon oncle, qui était architecte, et là, jusqu'en 54. Et puis, le dossier, naturellement, était origine sociale malsaine. Il ne pouvait faire que du travail manuel. Et en 59, il a été arrêté de nouveau pour avoir écouté la BBC. Ah oui, donc c'était très... On a donné, je crois, 10 ans ou 9 ans. Ah oui. Et quand il a fait 5. Et quand votre père a été arrêté, emprisonné, vous-même, quel sort avez-vous subi? Moi, mon sort est venu au moment où je n'ai pas pu entrer à l'université. Sinon, vous alliez à l'école, à l'école, on a eu beaucoup de chance parce que c'était encore les professeurs d'avant.
Mais vous aviez des revenus, enfin votre mère a pu subvenir aux revenus, aux besoins de la famille. Enfin, comment ça se passait? Vous aviez une... Elle a vendu ce qu'elle avait encore, et elle n'avait plus beaucoup. Et nous avions une tante en Angleterre qui, à un moment donné, envoyait un peu. D'accord. Comment elle s'est débrouillée. Donc ça, c'était quand même, il y avait moyen de... Oui. C'est extraordinaire. J'imagine, oui. Extraordinaire. Voilà. Elle avait, par exemple, comme beaucoup de monde, domicile obligatoire. Nous avons eu l'immense chance qu'elle avait domicile obligatoire à Bucarest. Parce qu'il y avait des gens qui avaient dans un village, dans des villages, dans le Beregan, qui est entre le Danube et la mer Noire, désert. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Nous étions en ville, mais nous n'avons jamais eu de vacances avec oui, vous ne pouviez pas sortir mère, de jusqu'en Bucarest. 1962, quand elle a été sommée à la police pour lui... C'est une anecdote, mais c'est vrai, c'est drôle. Intéressant. Vous aviez comme la carte d'identité. Et au-dessus, il y avait DO, domicile obligatoire. Les initiales en roumain sont les mêmes. Et moi, j'ai eu une peur bleue quand j'avais 13 ans et je devais avoir mon bulletin d'identité. Si jamais il y aurait DO dessus, il n'y avait pas. Alors en 62, on l'a appelé à la police pour lui dire on vous retire le domicile obligatoire. Et ma mère était très drôle. Elle disait, je ne pouvais pas dire merci parce que c'était monstrueux et illégal. Mais je devais dire quelque chose. Alors elle a dit, bonne nouvelle. Très bien. Et donc voilà, vous êtes parti en 64. Nous sommes partis en 64. Tout le monde, toute la famille. Enfin, mon père était en prison encore pour avoir écouté la BBC. Il y a eu une amnistie en 64 parce que les communistes avaient confisqué la date du 23 août. Qui était l'acte du roi, d'arrêter Antonescu et d'aller vers les Alliés, disant que c'était les communistes, naturellement, qui avaient tout fait. Alors, il a été libéré et il nous a suivis en Angleterre entre Noël et Nouvel An. Et là, c'était Ceausescu déjà qui avait pris le pouvoir. Oui, en 65. Donc, du coup, c'était plus, d'une certaine manière, plus libéral. Non, il n'y avait pas encore Ceausescu, non. Et comment vous avez pu sortir 64. Vous avez pu sortir en obtenant un visa ou de manière... Il y a eu un billet aller ne revenait pas. Ah oui, donc vous avez été chassé en quelque sorte. On a été acheté. Renoncer à la nationalité roumaine. D'accord. Sans laquelle on ne pouvait pas partir. D'accord. Oui, donc c'était... Oui, alors il nous a suivis et cette partie-là a une fin agréable. Il a trouvé un poste à la BBC section roumaine à Londres. Au moins, il pouvait l'écouter. Il était en prison pour l'avoir écouté. Tranquillement. Voilà. Est-ce qu'on peut parler peut-être du roi Michel à nouveau, puisqu'il à partir de 90, il va jouer à nouveau un rôle dans son pays après la libération, un petit peu, c'est une fausse libération au départ, parce que les communistes gardent quand même les clés du pouvoir. Aussi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, comment ça va se passer? Mais son trajectoire à lui en exil et tout ça était, quand le monde a commencé à apprendre, et maintenant on dit tout, la vérité, extraordinaire comme effet du point de vue influence morale du roi, toujours modeste, toujours ayant dû s'occuper de sa famille. Oui, parce qu'il a vraiment vécu comme les exilés russes, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de moyens financiers, il est devenu, je crois, pilote d'essai, ensuite ça il aimait. Et parce qu'il était mécanicien dans l'âme, il aimait beaucoup la mécanique. Voilà. Donc, et ensuite puis, il a fait les finances un peu qu'il a détesté. Je me suis recyclé. Il avait été d'abord fermier, enfin il avait fait un peu de culture au départ. Voilà. En Angleterre, puis ça a été l'avion. D'accord. Ça c'est ce qu'il aimait, oui. Mais sa passion était les Jeeps. Voilà. Et il était le très fier possesseur du Jeep du général Patton. Oui. Et donc à partir de 90... On a rentré, les Jeeps ne sont plus à Aubonne. Aux normes. Elle voyage vers la Roumanie, le domaine qu'il avait en Transylvanie de chasse. Qu'on lui avait rendu. Oui. Mais aussi, on a commencé à savoir sa résistance aux communistes quand il était roi encore. La grève royale où il est parti à Sinaï a refusé de signer des lois. Donc en 45-46. Voilà. Puis il est parti pour les noces de princesse Elisabeth, comme elle disait. Il a piloté lui-même l'avion, la reine d'Angleterre. Et tout le monde, tous les communistes étaient à l'aéroport, lui, révérence d'Anna Pauker, qui était la monstrueuse envoyée de Moscou, croyant qu'il n'allait pas revenir. Et il est revenu. Alors il a eu l'abdication et la menace de tuer 1000 étudiants. Donc la résistance et la façon dans laquelle il a été trahi par les Alliés.
Donc effectivement ça, les Roumains vont le redécouvrir à partir de 90. Oui, et donc 90. Il va pouvoir finalement revenir dans son pays, mais difficilement parce que d'abord il essaye de revenir, on le chasse une première fois. D'abord l'effet de la propagande tant de décennies, enfin moins qu'en Russie naturellement, mais quand même pour des gens comme ça, pour leur expliquer ce que c'était la monarchie et tout ça, c'était la propagande avait eu son effet. Maintenant plus. Il y avait ça. Et puis, c'était que ceux qui étaient maintenant au pouvoir, qui avaient au fond confisqué la révolution de 89, étaient les anciens, le deuxième rang des communistes, comme Iliescu, par exemple. Ou Petri Roman. Petri Roman. Iliescu, qui a un record immonde dans les années 50 contre les étudiants, la collectivisation. Pour ça seulement, il devait être en prison. Et ils étaient terrifiés du roi. Alors, c'était toujours, oui, naturellement, il doit venir en visite. Oui, sûrement, mais ce n'est pas le moment. Alors, en 90 pour Noël, le roi s'est énervé, a dit, ce n'est jamais le moment, on va. Et c'était difficile de l'énerver, parce que c'était quelqu'un de calme. Oui, tout à fait. Oui. Ça ne se voyait, il énervait, mais ça ne se voyait pas. Oui. Non, il ne s'énervait pas. Non. Et alors, on a loué un avion et on est arrivé, et tout s'est très bien passé à l'aéroport. Et en route vers Curtea de Argeș, qui est l'endroit où la famille royale est enterrée, la cathédrale là-bas, où il va être enterré aussi. Mais il y a une nouvelle cathédrale à côté, où il sera enterré, où la reine est déjà. La route, tout d'un coup, il y avait un poteau qui est tombé. Moi, j'étais la voiture derrière. Et des lumières. Je me suis dit, on va éviter, on va continuer. Mais pas du tout. Il y avait les soldats avec les fusils. C'était un traquenard, en fait. Voilà. Et ils nous ont emmenés à l'aéroport. Et vers 5 heures du matin, on a été mis sur un Antonov, avion militaire. Ah oui, il n'est pas revenu sur son avion. Parce qu'il était sorti du hangar. Et ils nous ont amenés pas à Genève, d'où on était venu, mais à Zurich. Et donc ensuite, le roi a plaisanté, a dit cette fois, peut-être il ne va pas nous envoyer à Moscou. Donc ça a été 90 et ils se sont rendus compte de catastrophique erreur commise du point de vue image-propagande. Alors en 92, ils ont permis les 4 jours pour Pâques. Où là, il y a 1 million de personnes dans les rues. Oui. On a été à Suceava, le monastère de Putna, pour la messe de minuit de Pâques. Et le dimanche de Pâques, le matin, à Bucarest, il y avait un général qui s'occupait des gendarmes, Suceava, qui devenait de plus en plus monarchiste chaque minute qui passait. Mais ils ont perdu le contrôle. Et c'était fantastique et terrifiant. On peut s'étonner que le roi ne soit pas resté à ce moment-là, parce qu'il pouvait quasiment prendre le pouvoir. Enfin, il avait des ministres sous la main, On se demande Moi, je suis allé le voir 2 jours après, en tant que journaliste, et on comprenait pas vraiment. Il l'expliquait pas lui-même. Pourquoi est-ce qu'il a été traumatisé par ces 2 exils je crois qu'il y avait toujours un élément de ça. Ouais. Et hésiter de ne pas créer un conflit. Je crois qu'il y il avait ça. Oui, mais parfois il faut faire comme Lénine. Il faut tout à fait. Oui, il n'avait pas. Il n'était pas léniniste. Est-ce qu'on peut parler peut-être des Romanov, peut-être aussi pour terminer. Mais il y a eu un moment que je regrette beaucoup, qui n'a pas eu lieu à propos de ce qui se serait pu passer. Il y a eu une invitation à déjeuner du patriarche. À ce moment-là, en 92. Oui. Le jour de Pâques. Et le patriarche, beaucoup de personnes qui étaient monarchistes, théoctistes, et d'autres qui étaient anticommunistes, ne lui avaient pas pardonné de ses compromis et tout ça. Ça s'explique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je crois qu'il a essayé. Et tout ça. Enfin, le roi n'était pas enthousiasmé par l'idée, mais il a vu que l'idée du roi allant chef de l'Église, grande importance en Roumanie. Et les 2, sur les marches du palais du patriarche, vis-à-vis il y avait encore le Parlement là-bas maintenant. Oui, maintenant, là, ils ont déménagé. Et le général arrangeait les gendarmes pour aller à la patriarchie. Et il a eu une provocation du Parti national paysan disant que Iliescu était chez le patriarche. Et le prêtre qui s'occupait de ça a dit sûrement pas, mais Sa Majesté pourrait aller dans la cathédrale et moi je fais contrôler qu'Iliescu n'est pas là. Alors le roi a dit il vaut mieux aller à l'hôtel et on décide. Et c'était trop tard. Et il a raté, mais parfois... Et le symbolisme, pour moi, aurait été très important.
Donc il rentrera plus tard, à partir de 96. Et puis une fois à l'hôtel, on ne pouvait plus. Est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu des Romanov, parce que eux-mêmes, alors c'est plus compliqué parce que c'est un peu difficile de savoir qui est le chef de famille. Oui. Mais est-ce qu'ils ont les uns ou les autres joué un rôle aussi bien la grande duchesse Maria que une autre Nicolas, personnelle, aussi. je l'ai enseignée. Elle a pris un cours de moi à Oxford. Maria, oui. Non, il y a eu une période à l'époque de Yeltsin où effectivement on a laissé entendre qu'il pourrait y avoir des liens, sans que ce soit très très clair, entre ce que pouvaient faire les Romanov et effectivement le gouvernement post-soviétique. Effectivement, le jeune héritier a suivi même des cours d'une école militaire en Russie. Georges, voilà, exactement. Aujourd'hui, tout ça paraît très très loin. L'idée monarchiste en Russie, je pense qu'on peut dire qu'elle est marginale au sens statistique du terme, même si effectivement, et on le voit bien au travers de ce qui se passe aujourd'hui avec ce film consacré à la maîtresse du Tsarevitch Nicolas. Oui, mais alors Mathilda. avec une espèce de c'est extrêmement ambigu, c'est extrêmement complexe. On ne sait pas très bien si c'est hystérie. Voilà, je crois que le terme hystérie. Oui, moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai du mal à comprendre cette attitude que vous qualifiez, je pense que le terme est approprié d'hystérie pour une situation qui est historique et qui ne met en cause que ni... le tsar a eu une maîtresse, ça n'a rien d'extraordinaire. D'autant plus qu'il n'était pas tsar à l'époque, il était Tsarevitch. Ni marié. Donc je veux dire, voilà. Non, on peut penser au contraire que c'est salutaire qu'un jeune homme connaisse... C'est vrai qu'il a été canonisé par l'Église. Voilà, mais même s'il était canonisé, le fait que Saint-Alexandre Nevski soit canonisé n'empêche pas de reconnaître qu'il a été quand il était plus jeune. Mais tout le monde savait ça. Voilà. Mais pour finir sur une anecdote que beaucoup de Russes émigrés trouvent à la fois pitoyable et dramatique, il y a un prince Romanov qui vient de faire une publicité pour une marque de montre qui s'appelle Raket, qui veut dire fusée en russe, à l'occasion du centenaire de 1917, où il explique dans un russe un peu pidgin, puisqu'il parle pas très bien russe, il est élevé en Angleterre, il explique qu'effectivement, il a consacré son sang Romanov, qu'il a mis dans la montre au titre, voilà. Et donc, il montre donc c'est un peu ridicule, symbolique pour le moins déplacé, voilà. Alors, est-ce qu'en Roumanie, la monarchie a il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut dire simplement, donc la princesse Margareta, qui est la princesse qui a été curatrice, custode, custode gardienne de la couronne, va plus ou moins se proclamer reine de Roumanie. Est-ce que comment tout ça va se passer? On sait qu'il y avait un petit-fils qui a été dégradé, éloigné. Voilà. Est-ce que vous pensez que la famille peut C'est très difficile de savoir maintenant. Certainement en 92, il y avait une possibilité, et certainement tant que le roi était là. Jusqu'au moment où il est sorti de la vie publique, l'image du roi était fantastique. Oui, puis il a joué un rôle ensuite il a joué un très important rôle avec l'OTAN et l'Union européenne et tout ça. La princesse Marguerite a une merveilleuse fondation. Elle fait beaucoup, à merveille d'ailleurs, et très active. Et on la voit, et elle est utilisée dans le bon sens du terme. Mais peut-être pas politiquement, mais au sens pas tellement politiquement, et il reste à voir comment est la réaction au moment où elle devient... Voilà. Ça c'est l'avenir. C'est ça. Voilà, il nous reste 1 minute, donc je vous rappelle que nous écoutions Radio Courtoisie, le livre journal de Philippe Delorme consacré aujourd'hui aux conséquences funestes de la révolution bolchevique, avec Constantin de Bankovan, ancien conseiller du roi Michel Ier de Roumanie, et Alexandre Jevakov, historien haut fonctionnaire d'origine russe, qui vient de publier aux éditions Perrin La guerre civile russe, donc toute cette période de 1917 à 1921-22 où la Russie a joué son destin pour presque un siècle. Voilà, nous nous retrouvons dans 4 semaines. Je vous souhaite de joyeuses et saintes fêtes de Noël et ensuite une bonne année. À l'année prochaine.